Débat d'actualité AFJA, premier bilan de la fin des quotas laitiers, y a-t-il un gagnant ? Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Donc débat de l'AFJA, débat de journalistes, même s'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas journalistes évidemment. Alors, le contexte vous le connaissez, les éleveurs dans la rue, la crise, la fin des quotas le 1er avril 2015, la sortie du livre, les cartels du lait que je n'ai pas encore terminé mais qui m'apprend beaucoup de choses. Je ne suis pas évidemment d'accord sur tout, loin de là, parce que c'est un livre engagé, c'est un livre plaidoyer, polémique, mais qui a le mérite d'amener des informations et d'enquêter, d'aller chercher des réponses. C'est le grand mérite de ce bouquin. Il y a aussi autre chose, très intéressant. Je vous recommande aussi le rapport du CGAER sur la contractualisation. Vraiment bien fait. Et moi j'y apprends beaucoup de choses. Quand on ne connaît pas bien la filière, on apprend beaucoup de choses. Alors, d'un mot, on se rappelle le climat de la sortie des quotas, ou plutôt juste avant la sortie des quotas, parce qu'au moment de la sortie, ça commençait déjà à se dégrader. Climat plutôt d'optimisme. 2014, je parle sous le contrôle des producteurs qui sont sur scène ou dans la salle. 2014, des revenus plutôt bons. Alors, on va pas dire exceptionnels, mais qui se tenaient encore pour les producteurs. On parlait de l'Eldorado chinois, enfin on disait pas Eldorado, on disait la croissance ininterrompue chinoise alimentaire, notamment sur le lait infantile. Un an après, vous connaissez la situation, mais je vous la rappelle très rapidement, s'est passé l'embargo russe. La Chine a refermé une partie de ses portes. On est dans une surproduction mondiale. Et la croissance alimentaire mondiale qu'on croyait la plus forte possible pendant très longtemps, elle n'est plus là. Résultat, le prix du lait baisse très fortement, alors que les coûts de production continuent à monter, globalement. Et le résultat, c'est qu'on trouve les paysans aujourd'hui dans la rue, et que, on va leur demander, ce sera la première question, y a-t-il, oui ou non, et en 2 phrases d'explication, un gagnant depuis la fin des quotas, le 1er avril 2015 ? Moi, j'identifie évidemment pas de gagnant. Moi, ce que je développerais, donc, si vous m'en laissez le temps, c'est comment est-ce que, dans le système coopératif, on souhaite aujourd'hui faire gagner les producteurs qui sont nos associés coopérateurs face à ce qu'est cette nouvelle donne économique. Et c'est ce sur quoi on a travaillé depuis 2010. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'essentiel du travail sur lequel se penche la FNCN. Thierry Roquefeuille, donc Dominique pas de gagnant, Thierry Roquefeuille, FNPL. Pour moi, les gagnants aujourd'hui sont ceux qui ont souhaité mettre en place une politique très libérale au niveau européen. C'est-à-dire ? Je pense que c'est l'ensemble des pays européens aujourd'hui qui étaient autour des politiques européennes, qui ont pris les décisions à un moment donné de dire, alors moi je pense qu'il faudrait remonter à Thatcher ou à cette époque-là, c'est-à-dire qu'à un moment l'Europe a décidé de lâcher les marchés, l'ensemble des soutiens au marché, en disant on va donner des aides directes aux producteurs et on va leur permettre d'avoir un seuil de flottaison, et puis après les marchés, si les producteurs ont envie de produire et de gagner de l'argent parce qu'ils peuvent produire et gagner de l'argent, ils produiront, et sinon ils arrêteront de produire. Que ce soit produit en France, en Allemagne ou en Irlande, ou peu importe, on est en Europe, donc c'est l'Europe qui au final arrivera à produire sur son territoire. Karl Lasque, votre réponse ? C'est sûr qu'il y a des gagnants en ce sens que nous c'est un petit peu notre approche du sujet, c'est-à-dire que effectivement l'industrie a pris en main la filière et c'est elle qui l'a conduit où elle est, enfin l'industrie au sens large. Donc l'industrie gagnante là, depuis un an, depuis la fin des quotas. Disons qu'on peut aussi constater que les bénéfices ont été au rendez-vous pour certains d'entre eux, et que évidemment on ne peut que constater que les éleveurs là sont en train de perdre 50 à 60 euros la tonne de lait. Donc si on doit lire en 2 mots, on est quand même sur quelque chose d'assez clair, quoi. Ok, Josian, ton opinion là-dessus ? Comme l'a dit Thierry, effectivement, c'est l'aspiration ultralibérale qu'on est aujourd'hui sur le marché laitier. Ça, c'est une décision politique qui va prise au niveau européen. Alors, sur la question de l'abandon des quotas aussi, je crois que si les quotas ont été abandonnés, c'est aussi peut-être parce qu'on a eu des égoïsmes nationaux, au niveau français notamment, où à un moment donné, on avait un régime de quotas où on a accueilli un certain nombre de pays de l'Europe qui n'arrivaient pas à leur autosuffisance alimentaire et qu'on a bridé dans leur production, ce qui a fait qu'il y a un grand rejet des quotas et que aujourd'hui on a libéralisé tout ce dispositif
dispositif. Et là, les grands perdants, c'est les producteurs de lait. Alors pour ce qui est des gagnants, l'industrie laitière... Est-ce qu'elle est vraiment gagnante, sérieusement? Je sais pas, si vous allez voir les résultats de Lactalis qui achète une usine quasiment, ou cette plante dans un pays quasiment tous les mois, je pense pas qu'ils soient beaucoup perdants. Et ils ont fait quand même leur richesse sur le développement de la production laitière en France d'abord. Et ils sont après, effectivement, ils se développent dans les pays à l'étranger, mais grâce effectivement à ce qu'ils ont pu encaisser, développer en France. Alors ça, je pense que l'industrie est quand même... se porte bien, Lactalis, premier groupe mondial, se porte pas si mal que ça. Bon. Et les éleveurs français, par contre, sont plutôt mal. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Quels sont les mécanismes économiques? En tant qu'observateur, j'ai l'impression qu'on a augmenté la production, que les marchés se sont réduits à la fois en Russie et en Chine, et que du coup, les cours se sont cassés la figure. Est-ce que je fais une bonne analyse ou pas? Qui va intervenir là-dessus? Joseph. Oui, c'est certainement des éléments majeurs de cette crise qu'on a aujourd'hui. Déjà, l'embargo russe, la Russie, c'était quand même le premier client de l'Europe. C'était pas le premier client de la France, mais le premier client de l'Europe. Donc tous ceux qui partaient vers la Russie, ils se retrouvaient sur le marché européen et sur le marché mondial. Alors, je pense que Dominique, il connaît peut-être mieux les marchés que moi, mais il pourra dire plus. Mais l'embargo russe a été majeur. Et puis effectivement, la Chine... qui a été quand même présenté comme une espèce d'Eldorado, a réduit ses importations, mais bon voilà, ça fait qu'effectivement il y a beaucoup trop de lait sur le marché aujourd'hui. Là on est sur une crise de surproduction. Et c'est pour ça que le prix se casse la gueule, Thierry, c'est ça? Toutes les décisions, toutes les conséquences économiques que l'on connaît aujourd'hui font suite à des décisions politiques. Je l'ai dit tout à l'heure sur la partie dérégulation, c'est la même chose aujourd'hui sur la chute des marchés. On parle de l'embargo russe, mais l'embargo russe, c'est bien une décision politique des chefs d'État des 28 pays européens de dire on sert Poutine, et Poutine en réaction a mis en place l'embargo. Donc encore décision politique des 28 pays, les chefs d'État qui ont pris une décision politique. On nous a dit, mais attendez, les marchés vont se rééquilibrer, vont aller dans d'autres pays. Non, ça peut pas. La filière laitière n'est pas un stockage comme le blé, comme d'autres productions. Et tous les jours, il y a du lait qui arrive sur le marché et il faut l'évacuer. Je pense qu'une des raisons aussi, qu'on ne dit pas assez, c'est qu'après la libéralisation des quotas, un certain nombre de pays, notamment d'Europe du Nord, se sont inscrits dans une logique de guerre de bassins laitiers. C'est-à-dire production. Moi, je vois l'Irlande aujourd'hui, avec en novembre par exemple, une production qui est 50% supérieure à l'année d'avant. Je vois les Pays-Bas qui sont en décembre dans une production supérieure de 20% l'année d'avant, alors que la France et l'Allemagne, qui sont les deux grands pays producteurs, sont plutôt dans la stabilité en 2015 par rapport à 2014. Donc moi, je pense qu'une des clés, quand on est dans un système comme celui-là, c'est d'être dans une logique, dans un raisonnement de développement maîtrisé de notre production par rapport à ce que sont les capacités d'accueil du marché, voire des marchés nouveaux quand on est capable de les prendre et qu'ils existent et qu'on est capable de les prendre, et du rythme aussi de développement d'outils industriels qui sont capables de nous positionner sur ces marchés. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette analyse en disant l'Europe a appuyé sur l'accélérateur, l'Irlande qui est un petit producteur, certains pays d'Europe, les Pays-Bas, alors que les autres régions du monde n'ont pas progressé. Si je en crois les infos que j'ai vues, l'Océanie et les États-Unis n'ont pas augmenté. Yves, vous avez un avis là-dessus? Le marché est quand même un marché extrêmement sensible. Mais c'est bien ça, volatile. C'est ça qui crée la baisse aujourd'hui. Il suffit, je dirais, qu'il y ait quelques différences de pourcentage pour que les prix chutent de façon extrêmement importante. Le principal marché, le principal débouché, c'est le marché intérieur au niveau de l'Europe. Bon, déjà français pour ce qui nous concerne, puis l'Europe et le marché mondial, ça représente que 10%. Donc c'est quand même un marché qui est très étroit, où l'Europe a effectivement décidé d'être présente, de ne pas abandonner ça à la Nouvelle-Zélande et éventuellement aux États-Unis, hormis que la Nouvelle-Zélande, eux, ils exportent 90% de leur production, et nous, on en exporte 10%. Donc il y a quand même, on est rentré dans un jeu complètement aberrant de chercher à être présent sur le marché mondial, alors qu'on pouvait très bien stabiliser au niveau du marché européen. Alors moi, je veux bien qu'on rêve d'un monde idéal dans lequel la France ne serait plus dans le monde. Mais moi, le marché est mondial, et j'ai un scoop, la France est dans le monde. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, sur le marché de la restauration hors domicile, on est mis en appel d'offres systématiquement sur des niveaux de tarifs qui sont des appels d'offres de toute façon européens et qui sont, alors là j'ai un écart avec Thierry, pas du tout indexés sur les niveaux de prix dont il parlait tout de suite, mais qui sont plutôt indexés sur les niveaux de prix qui se pratiquent quand même en Europe du Nord aujourd'hui et qui sont plutôt à 250 € des millilitres qu'à 300. Donc ça c'est la réalité de tous les jours. Alors ensuite, moi je dis, il faut mettre les producteurs devant cette réalité.
si on veut se comparer aujourd'hui aux Pays-Bas, on n'a pas du tout la même situation en France que celle des Pays-Bas, celle de l'Irlande ou celle d'autres pays. Donc c'est très difficile aussi de dire, il y a bien une différence aujourd'hui dans la façon dont on a géré les quotas, c'est bien ce qu'on a dit. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des sites à d'autres endroits? Ça veut dire des tailles d'exploitation, ça veut dire une organisation de filière, ça veut dire des tailles d'outils industriels, des positionnements sur les marchés, etc. C'est une réalité. À la sortie donc là, on n'est pas au niveau. À la sortie des quotas, on avait un handicap évident, oui, bien d'accord. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Carl. Moi, je voulais rebondir justement sur cette question de compétitivité, d'appel à produire, d'ouverture des marchés, parce que c'est vrai qu'un des trucs qu'on a repéré dans notre enquête cette année, c'est justement ce discours un petit peu va-t-en-guerre de conquête des marchés et l'oubli de la dimension sociale des choses, quoi. Et ça, quand même, ça met un peu mal à l'aise par rapport, disons, au monde syndical, par rapport aux engagements que l'on peut attendre du monde syndical et coopératif. Parce que là, quand même, aujourd'hui, on est dans une situation où, moi j'étais en reportage la semaine dernière dans le Finistère, il y a effectivement des jeunes qui ont entendu le discours qui est tenu sur la compétitivité, sur les marchés, l'ouverture des marchés, ils l'ont tellement bien entendu qu'ils ont investi. Le discours, c'était qu'ils ont fait des emprunts, qu'ils ont 500 000 euros par-ci, 300 000 euros par-là. Ils ont répondu à cet appel et c'est eux qui sont aujourd'hui en faillite, et les premiers touchés. Moi, la question que je me pose, c'est que normalement, les contrats, ils étaient évités la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, en partie. Il y avait évidemment des mesures de volume d'approvisionnement, mais il y avait, comme vous l'avez dit, une forme de stabilisation du revenu pour le producteur. Comment, aujourd'hui, les contrats n'ont pas réussi à jouer leur rôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les contrats n'arrivent pas à stabiliser le revenu des producteurs? La tendance au niveau français, c'était de reconduire ce qui s'était passé depuis des dizaines d'années, à savoir essayer qu'aux producteurs, on ait, je dirais, un prix relativement uniforme sur la totalité du territoire français. Or, si vous êtes producteur à une entreprise qui fait des PGC, des produits de grande consommation ou des produits effectivement industriels et que le beurre et la poudre baissent, vous aurez la capacité de rémunérer, ce qui n'a pas été le cas. Mais il y a déjà des prix différents là aujourd'hui, tout le monde n'est pas payé le même prix. Disons qu'il y a une certaine tendance, effectivement, à vouloir aligner tout le monde par rapport effectivement au même prix, même si on appartient à une entreprise qui ne commercialise pas exactement pareil. Mais avec aussi un élément, c'est-à-dire que c'est assez confortable, je dirais notamment par rapport à certaines revendications, que tout le monde soit payé à peu près au même prix sur la totalité du territoire français, et avec une tendance de certains aussi à s'aligner par rapport effectivement à ce prix relativement bas. Alors à tous les autres, pourquoi les contrats n'ont pas fonctionné en termes de revenus producteurs, c'est ça que je veux dire. Je crois qu'au niveau des contrats, il y a une chose, on revient quand même sur l'importance du marché intérieur, et pourquoi ne pas imaginer, c'est dommage qu'on n'ait pas la grande distribution un petit peu autour de la table, pourquoi ne pas imaginer quelque part que sur ce qui est de la valorisation intérieure, on ait une partie du lait qui soit stabilisée sur la valorisation intérieure. Et ça par des biais de contrats tripartites, c'est-à-dire le producteur, l'industriel et la distribution. Et que à ce moment-là, on stabilise une partie de la production qui est valorisée sur le territoire français. Est-ce que tout le monde serait prêt à jouer le jeu sur ce côté-là? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Contrat tripartite, c'est le mot à la mode là. Carl d'abord, et après toi. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, c'est que c'est la mise en place de cette politique. C'est-à-dire que quand même on a mis en place les contrats avant les OP. Et ça, c'est vrai que ça empêche clairement les producteurs d'avoir la main sur les négociations. Donc concrètement, effectivement, le petit éleveur ou le moyen éleveur, peu importe, recevait de la multinationale son contrat, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette négociation était déséquilibrée et que les syndicats avaient du mal à trouver leur place apparemment dans ce jeu-là. L'autre point, à mon avis, qui est central, c'est la définition du prix. Aujourd'hui encore, quand on regarde les pays de lait, on voit bien que elles font référence aux indices CNIEL, et les indices CNIEL, ils sont calculés sur la base du marché aussi, pour partie, mais une partie importante, sur la base des marchés mondiaux. Donc là aussi, il y a quelque chose peut-être en termes de politique publique à revoir. Peut-être que tout ce dispositif, compte tenu de l'ampleur de la crise sociale, est peut-être à revoir. Je ne sais pas
Remettez sur la table peut-être la question des OP, le pouvoir de négociation des OP, remettez sur la table la question de la définition du prix et du rôle du CNIEL. Thierry, sur les contrats, pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Dans le paquet lait, tout le monde, toutes les entreprises et tous les producteurs européens les entreprises ont dit nous collecterons tout le lait de nos producteurs. Dans beaucoup de pays, la phrase s'est arrêtée là. Et en France, nous avons rajouté dans la limite du volume contractuel. Donc aujourd'hui, l'ensemble des pays européens pourraient effectivement dire nous pouvons collecter l'ensemble des volumes dans la limite d'un volume contractuel. Il suffit de rajouter dans la limite d'un volume contractuel et l'ensemble de l'Europe peut effectivement avoir une lecture privée des volumes nécessaires aux entreprises pour le marché qui est nécessaire aux Pays-Bas, à l'Irlande, en Allemagne. Je rappelle aussi simplement qu'au niveau de l'Europe, il y a une dizaine d'États membres qui ont mis en place une obligation de contrat. Les autres n'ont pas mis une obligation de contrat. L'Allemagne, les Pays-Bas, etc., il n'y a pas une obligation de contrat. Et ce qui permet... Il n'y a pas de contrat du coup alors? Comment ça se passe? Mais si, c'est-à-dire qu'il y a... Sans obligation. Il n'y a pas une obligation, et notamment effectivement en Allemagne et effectivement en Bavière, il y a, je dirais, les producteurs qui se rassemblent entre eux, qui, je dirais, ont une quantité de lait et qui vont proposer cette quantité de lait aux différents acheteurs. Alors qu'au niveau français, on a interverti totalement effectivement le sens. On a dit c'est l'acheteur qui doit être dans l'obligation de proposer un contrat au producteur. Et s'il ne le fait pas, il y a effectivement une amende qui est... 75 000 €. Exactement. Par contre, pas le dire, voilà. Donc c'est une obligation mais vous voyez bien que c'est deux choses différentes entre d'un côté au niveau de l'acheteur, d'un autre côté au niveau du producteur, et d'autre part, je effectivement insiste énormément, il faut absolument qu'on essaie de rétablir un certain équilibre. Et c'est pour ça que dans notre rapport, on dit que les producteurs, parce que les OP ont été mis en place ultérieurement, ont perdu la main un peu par rapport effectivement au transformateur. Alors, dans ce débat, il y a une question qui se pose et qui est vraiment soulevée par le livre de Karl Laske, la responsabilité des industriels transformateurs. On a l'impression, et c'est ce que je traduis un petit peu de ce que vous avez dit tout à l'heure, on a l'impression que la seule, finalement, variable d'ajustement de la filière, c'est toujours le producteur. C'est l'impression d'observateur, peut-être je me trompe. Est-ce que vous partagez ce constat ou pas, Karl, puisque c'est vous qui avez fait ce livre? Ben là, dans la situation actuelle, il n'y a que deux. Enfin, il y a deux craintes. Hein. La première, c'est qu'effectivement, les fameux 50 ou 60 € qui sont perdus sont quand même, ne vont pas dans n'importe quelle poche, c'est-à-dire qu'ils vont bien quelque part. Hein. Elles vont, d'après vous, c'est celui il me semble que c'est celui qui paye le producteur, hein, qui a la maîtrise de ça. Hein. Enfin, on a vu en 2009, c'est peut-être un peu simple, on le verra, peut-être que l'Observatoire des prix et des marges dira autre chose, mais en 2009, on avait vu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait vu les prix baisser, il y a des graphiques très très clairs là-dessus, les prix aux producteurs baisser, la marge des distributeurs se resserrait, et une espèce de grande marge faite par les industriels en 2009. Après, l'histoire dira si c'est le cas aujourd'hui, mais il y a quand même, c'est la grande crainte, c'est que cette marge soit siphonnée. La deuxième, c'est qu'aussi, de manière un peu cynique, effectivement, les industriels en profitent de la crise pour, j'allais dire, épurer le milieu des producteurs, c'est-à-dire effectivement virer les moins compétitifs. C'est-à-dire effectivement se débarrasser des moins compétitifs et faire cette épure. Maintenant, c'est quand même très tragique. C'est quand même très tragique et très paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont investi qui sont frappés. Ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Josian d'abord? Après, il faut voir le contexte qu'on a aujourd'hui. C'est quand même, globalement, le développement de l'industrie laitière. Si on remonte avant les années 80, avant la mise en place des quotas, le développement des coopératives, c'était principalement sur du volume avec très peu de valorisation. L'industriel privé s'était développé sur de la valorisation. Et ils ont pris occupé cette place déjà auparavant. Et au jour d'aujourd'hui, les industriels, le principal, Lactalis, effectivement, à son marché français stabilisé, il a tous les fromages qu'il fait, il a stabilisé, il ne cherche pas spécialement à exporter plus, lui il va s'implanter dans d'autres pays. C'est sa politique, effectivement, au détriment de la valorisation qui pourrait sortir du territoire français. On a du champagne en France qui se vend très bien, on pourrait avoir des fromages aussi qu'on pourrait les vendre très bien à l'extérieur, et effectivement, ces fromages sont détenus par le privé Lactalis. Thierry Roquefeuille, est-ce que vous partagez l'analyse de Karl Laske
sur le maillon intermédiaire, la transformation, qui, allez, s'appuierait sur le dos des producteurs, quoi. Si aujourd'hui les entreprises captent une partie de la valeur, ça veut dire que nos outils coopératifs captent une partie de la valeur, et tant mieux, je veux dire, parce que c'est le seul endroit où on peut avoir un retour au niveau des producteurs. C'est-à-dire que si effectivement les industriels captent de la valeur, on sait qu'au moins le système coopératif peut nous ramener cette valeur au niveau des associés coopérateurs, puisque Dominique nous a très bien expliqué qu'il associe l'ensemble de ses producteurs aux décisions qu'il prend. Donc ça veut dire que si les producteurs sont associés aux décisions qu'il prend, s'il y a du bénéfice dans la coopérative, les producteurs de lait vont être associés à la redistribution de l'argent qui est gagné dans la coopérative. Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui, sérieusement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est avec vous? Ben, si je dis ça aujourd'hui, c'est que je me pose encore des questions. Si ça avait été vraiment le cas, il y a des signes que l'on a lancé aujourd'hui au niveau des producteurs. Je pense un appel. On a du mal à avoir vraiment une coopération à nos côtés, dynamique, et qui nous disent bon, ben, dans ce sens-là, on vous suit, même si la réalité. C'est ça? La charte des valeurs, oui, parce que c'est quelque chose de concret. On a mis quelque chose sur la table. La charte des valeurs, c'est quoi? C'est un engagement à répartir. La charte des valeurs, c'est une charte que doivent signer distributeurs et transformateurs pour que le producteur soit pris en compte justement dans la valeur ne commence pas dans le camion de l'industriel, les valeurs commencent dans le tank à lui chez le producteur. Qu'on renvoie un peu de valeur au producteur. Et qu'on renvoie de la valeur, parce que la valeur doit être, alors la partager soi-disant c'est pas le bon mot, mais au moins être répartie dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui ce partage est mal fait, il est déséquilibré. Ben, ça a été dit, je veux dire. Vous partagez ce constat. Une question courte, Dominique. Est-ce que vous allez signer la charte des valeurs de la FNPL? On a dit au moment où cette charte a été produite qu'on était évidemment, puisque c'est notre ADN, ce qui est contenu dans cette charte, c'est notre ADN. C'est créer de la valeur, aller chercher la valeur sur les marchés et la redistribuer. C'est notre ADN. On a dit qu'on était évidemment, d'ailleurs on l'a travaillé avec la FNPL quand elle a été produite, qu'on était en accord avec les principes et les objectifs. Simplement pour la signer, et ce sera fait au moment où on aura trouvé en face nous, et je parle là des clients au sens large, des gens qui nous renverront suffisamment, j'allais dire, de bons comportements, d'attitudes nouvelles et évidemment de valeurs dans les négociations qu'on est en train de faire pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Ils ont tous signé, les distributeurs là. Oui, donc, justement, mais on est en pleine négociation. Mais pour un distributeur, c'est pas très engageant de signer ça. C'est pas très engageant de signer ça. Moi aussi, je peux la signer. Ça change quoi? Ce qu'il faut, c'est qu'on la signe ensemble. C'est beaucoup plus compliqué. Qu'on prenne cet engagement ensemble. Et c'est vers ça qu'on veut aller. Carl, moi, je poserai quand même la question. C'est une question. Un quart d'heure. Hein. C'est une question qu'on pose un peu dans le livre à travers l'exemple de Sodial, mais c'est de savoir si quand même, contrairement au discours politique qu'on peut entendre effectivement sur les grands principes de la coopération et les valeurs, etc., de partage, si on n'est pas en face de quand même de structures qui, par l'ampleur financière et économique qu'elles ont pris, se sont normalisées et sont devenues finalement pour partie des industries comme les autres. Alors, plusieurs points. D'abord le discours de la chasse au marché, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que quand même ça pèse assez lourd. Le deuxième point, c'est la question de l'opacité ou de la transparence. On a vu plus d'opacité que de transparence quand on a posé des questions, notamment à Sodial sur ses comptes. On a rencontré beaucoup d'éleveurs Sodial qui se plaignent de l'absence de transparence par rapport aux comptes, par rapport aux résultats, etc. Et en y regardant bien, effectivement, on a trouvé des mécanismes financiers qui permettaient à Sodial, comme les autres industriels, d'isoler une partie de leurs résultats, de le mettre au Luxembourg. Donc il y a des dispositifs qui montrent que effectivement les COP sont normalisés. Il y a un autre point, c'est les niveaux de salaire. Enfin, moi, on a vu chez Sodial, je reprends cet exemple parce que là, on l'a un petit peu creusé, Sodial International, on a 160 personnes et 13 millions d'euros de salaire. Donc une moyenne de 80 000 euros les salaires par personne. Chez Sodial 160 sur Sodial International, sur une des filiales. Sur une entité, une Sodial International. Donc là, on a des niveaux de salaire colossaux. On a des niveaux de salaire colossaux. Enfin, moi, je ne sais pas comment. Si le producteur. Vous l'avez comparé à celui privé ? Justement, non, effectivement, la comparaison avec le privé. Mais c'est parce qu'on est dans un. Il y a une normalisation, je pense. Alors, oui, Véronique Le Floch, donc productrice de lait. Tu m'entends ?
Oui. Oui, productrice de lait dans le Finistère Sud, en EARL avec mon conjoint, et je suis présidente de l'OPL, de la coordination rurale, et je vais à Matignon avec Josion et les autres. Moi j'ai trouvé beaucoup de choses qui ont été dites et paradoxales parfois. Moi, dites-nous les paradoxes, tiens. Il y a beaucoup de paradoxes. Entendu, mais donnez-nous vos paradoxes. Alors par exemple, moi j'ai trouvé quand même que notre héritage en France est une chance. On a de l'avance là-dessus. Il faut qu'on préserve ces modèles familiaux. Tout simplement, quand j'entends, et dommage que Thierry est parti, sa collègue Christiane Lambert qui dit que des élevages de 250 à 300 vaches sont plus rentables que des élevages à 80 vaches, je veux bien, mais les jeunes qui reprennent après leurs parents 400 000 litres de lait sur 100 hectares, s'ils prennent les 400 000 litres que Sodial ou quelqu'un d'autre leur donne, ils gardent le même volume de primes PAC s'ils n'augmentent pas en surface. Si bien que l'impact des primes PAC qui vient réduire le coût de production, il est minoré. Donc on n'a pas cet effet baisse des coûts de production ou dilution des coûts de production du fait qu'on s'agrandisse et qu'on fasse plus, sachant que ça engage en plus. C'est faux. À 300 vaches, c'est pas plus rentable qu'à 80. C'est pas plus rentable. Je peux vous donner des exemples de fermes de 300 vaches qui ont capoté. Donc on peut aller faire le tour, on peut aller voir des fermes. Moi j'ai des fermes qui ont avec des vaches mortes et ça fait peur et il est temps de s'alerter. Par rapport à notre compétitivité, par rapport aux Pays-Bas, bien sûr que nous sommes compétitifs, nous avons les mêmes coûts de production. Le problème c'est que nous sommes plus enfoncés. C'est tout simplement quand on regarde les prix payés par Friesland Campina avec 35 € les 1000 litres de plus par an sur 4 ans, évidemment, moi vous me donnez 100 000 €, je fais le dos rond et je passe. Et pour finir, sur la mondialisation et les grandes fermes, les fermes de 1000 vaches, pourquoi je préfère le modèle familial, même si on doit tolérer un modèle, un équilibre parfait sur le territoire et qui convienne à chacun d'entre nous. C'est bien pour montrer que demain, si des fermes de 1000 vaches devaient se monter sur le territoire français, nous les producteurs ne sommes pas à même de les payer. Ça veut dire que ce sera la finance qui les financera. Si c'est la finance, il faudra rentabilité des capitaux propres, donc ça augmentera le coût. Et derrière chaque producteur que nous sommes, si on doit me remplacer mon mari par 3-4 salariés à chaque fois, parce que là il y aura les astreintes, il y aura les heures de dimanche, il y aura les récup, il y aura les RTT, il y aura... Le prix sera peut-être pas le même, ou alors la PAC sera riche pour compléter. En termes d'heures, c'est peut-être pas une économie. Et par rapport à la mondialisation, quand on voit les projets avec les États-Unis, par exemple PepsiCo et Almerai, le fonds saoudien, l'Arabie Saoudite, qui montent des projets de 5000 vaches en Égypte, avec un autre projet d'ici 5 ans de 20 000 vaches, on sait très bien qu'on ne sera pas concurrentiel. Ceux-là ont déjà anticipé de servir les marchés africains. J'ai plein d'arguments, mais moi j'ai de quoi écrire un livre aussi. Vous le faites peut-être plus tard. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup, merci d'être venu et à la prochaine. Au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.